Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien Delbove et Jérôme Neff, qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. C'est le podcast de référence qu'il faut écouter pour se tenir à jour sur les 3 actualités principales de la semaine dans le monde du marketing digital. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium un peu spécial, un peu particulier. Donc vous savez qu'habituellement on prend 3 actualités du digital. Bien aujourd'hui ce ne sera pas 3, ce sera 5 et on va aujourd'hui faire le focus sur les réseaux sociaux, mais plus précisément les tendances qui arrivent pour 2025. Donc Jérôme, tu nous as fait un travail assez incroyable avec ton assistant AI pour nous sortir les tendances. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, enchanté tout le monde. Et donc, vous aurez compris qu'on est dans un format un petit peu spécial, effectivement, cette fois-ci. Donc, au lieu de faire notre traditionnel petit marché dans les articles qu'on voit, dans les actualités qu'on trouve à droite à gauche, que ce soit Google, que ce soit réseaux sociaux au sens large du terme, on s'intéresse à ce moment de l'année qui est toujours ce moment qui est féerique, où on reçoit énormément d'informations sur des tendances 2025, sur ce qui va faire l'actualité 2025, sur toutes les plateformes qui vont communiquer là-dessus, surtout des cabinets qui vont envoyer des dossiers d'expertise, des PDF qui sont hyper bien foutus. Et donc, dans mes scrolls infinis sur TikTok, je suis tombé sur un tuto de 20 minutes que j'ai pris le temps de regarder en entier. Donc, mettez-vous dit 20 minutes sur TikTok, c'est déjà énorme. Et donc, la personne qui faisait ce tuto était quelqu'un qui présentait Notebook LM, donc qui est une IA qui a été vendue par Google. Et l'avantage qu'elle présente, et on en arrive au point ici du podcast, c'est que dedans, vous pouvez importer toutes des sources de données. Donc, ça peut être des liens vers des sites, ça peut être des fichiers PDF, ça peut être des vidéos Google qui sont déjà indexées, ça peut être des documents dans un Google Drive, donc ça peut être énormément de sources différentes. Vous mettez tout dedans. Alors, il y a une limite sur le nombre total de sources, mais la limite est quand même relativement haute. Et donc, dans ce cas-ci, je pense que j'en suis à quasiment 25 documents différents qu'on a compilés, et toi, et moi, et avec Xavier, qu'on vous présentera juste après. Et donc, ça permet d'avoir toutes des sources. Alors, on a des choses comme le blog du modérateur, des We Are Social. On en a un petit peu dans tous les sens. Ce qui est pas mal par rapport à ça, c'est qu'il va tout ingérer, il va tout prendre, et par rapport à toute la matière que vous lui avez donnée, vous pouvez lui poser des questions. Donc, vous pouvez interagir en disant, notamment, quelles sont, selon toi, les 5 tendances majeures qui vont constituer les réseaux sociaux en 2025. Et par rapport à ça, il vous donne une note. Donc, il vous construit tout un argumentaire avec effectivement les 5 points sur lesquels on va revenir aujourd'hui. Et donc, il ne se contente pas juste de vous les donner, il vous les source également. Ce qui est toujours un point d'attention majeure sur l'utilisation qu'on a des solutions d'intelligence artificielle, d'avoir des choses qui sont pondues, qui sont très peu sourcées ou très peu souvent sourcées. Ici, au moins, ça va nous permettre, et ça va me permettre de me dire, par rapport à ça, est-ce qu'il m'a pondu quelque chose qui n'a rien à voir? Est-ce que c'est quelque chose qui est sensé et qui est transversal, qu'on retrouve dans différents rapports? Et donc, le but aujourd'hui, c'est effectivement de parcourir ça, et de se dire que l'IA, en fait, va nous aider aussi pour la rédaction d'un podcast. On va s'en servir, on va en discuter. Et la petite option qu'on n'utilise pas aujourd'hui, mais qui existe en plus dans Notebook, c'est que vous pouvez, sur base de tout ça, vous pouvez générer un podcast. Et donc, vous avez 2 IA qui vont se parler, 2 personnes qui vont se parler par rapport au sujet. Et donc, il est capable de, effectivement, vous sortir un podium, si on veut, avec 2 personnes. Alors ici, c'était en anglais, il y a moyen de le mettre en français apparemment. Mais donc, vous pouvez, sur base de toute la matière qui est ingérée, lui demander de pas mal de choses, de l'audio. Vous pouvez lui demander de faire une timeline, vous pouvez lui demander de faire des questions-réponses. Et donc, dans l'exemple, c'était pour tout ce qui est notamment études. Imaginez-vous, quand on était jeune, quand on était encore à l'UNIF ou en haute école, on aurait pu taper tous nos syllabus dedans et on aurait pu lui demander, fais-moi des questions-réponses, et automatiquement, il vous fait des listes par rapport à ces choses-là. Mais donc voilà, ça c'est pour le contexte. Utilisation expérimentale de Notebook LM. Et donc, l'idée, c'est d'en parler aujourd'hui, non pas à 2, mais à 3, avec notre invité Xavier Degros qui est là aujourd'hui. Et donc, ça nous fait très plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui, Xavier. Je te laisse Ça me fait peut-être... très plaisir d'être avec vous parce que moi, je vous regarde à chaque fois. Enfin bon, ces dernières semaines, vous aviez un petit peu ralenti la cadence, mais je suis ravi vraiment d'échanger sur ce sujet-là encore plus avec vous deux. Cool. Alors, juste peut-être pour te présenter, si des gens ne te connaissaient pas, en tout cas, tu es pour nous une référence majeure au niveau social media belge francophone.
C'est gentil. principalement autour de LinkedIn. Tu es hyper visible aussi dans des médias. Quand on a des actualités, il y avait des élections politiques il n'y a pas longtemps. On avait des sujets plus sur les plateformes avec X, avec Blue Sky, avec Threads. Donc, il y a pas mal de contenu par rapport à ça. Et donc, tu es une source qu'on a déjà exploitée dans les podiums précédents qu'on avait utilisés. Et l'idée avait déjà été émise à l'époque de faire un podium avec toi. Mais ici, voilà, on est arrivé à finaliser les choses. Et donc, l'idée, aujourd'hui, c'est effectivement de passer dans ces tendances. Donc, on va les citer. Je vais commencer par la première. Et puis, l'idée, c'est d'avoir ta réaction, d'avoir celle de Julien. Je donnerai également mon point de vue par rapport à ça. Et donc, on sera critique aussi par rapport à tout ce que ce notebook nous a donné. Est-ce que la tendance est véritablement une tendance? Est-ce que c'est révolutionnaire? Est-ce que c'est bien? C'est dépendant aussi des sources qu'on a mis dedans, mais voilà, donc c'est l'idée. Et donc partons sur cette première tendance que notre book Mhm. nous a donnée. Et celle-ci consiste à ce qu'il dit la dominance, en tout cas l'avènement des réseaux sociaux qui sont tournés autour des vidéos courtes et de tout ce qui est la culture du scroll. Et donc, voilà, il cite tout ce qui se passait en 2024, qui va continuer en 2025, au niveau des vidéos courtes qui sont sur TikTok, qui sont dans des shorts sur YouTube, qui sont sur Instagram avec des Reels, et donc toutes ces choses-là qui sont dominées par le scroll. Donc le fait que sans fin, on peut continuer à scroller, trouver l'information. On a même sur TikTok maintenant un bouton que j'ai eu, mais qui a disparu, qui était l'autoscroll. Donc il suffit de Mhm. l'activer et il fait le truc pour vous. Donc, il faut même plus s'embêter à jouer avec son pouce. On C'est ça. évite, voilà, on évite un petit peu la musculation de pouce, ça se fait tout seul. Donc, voilà, c'est le côté sans fin qui est ici dedans. Et donc, ces plateformes Et sans continuent friction. aussi et sans friction. Donc, voilà, ça se passe automatiquement, ça passe de l'un à l'autre. Donc, ce contenu vertical sans fin, le scroll, avec aussi quand même des plateformes qui continuent à innover. Et donc, je pense à ça au niveau de TikTok avec les formats carousel qui ont l'air de pas mal fonctionner, avec les intégrations des musiques dans les carousels sur Instagram avec les Reels, et tout en sachant voilà, qu'au niveau de la consommation, TikTok reste dominant en termes d'heures de consommation. Alors ici, il nous donne 34 heures en moyenne par mois. Il y a peut-être des chiffres qui sont à la hausse ou à la baisse, mais en tout cas, c'est une plateforme qui est majeure par rapport à À peu ça. près ça en Belgique aussi, hein. Donc spécifiquement sur la Belgique, on constate aussi que TikTok est dominant en heures de consommation vidéo par utilisateur, hein. Donc c'est une tendance qui n'est pas seulement globale, mondiale, ça touche vraiment notre petit pays également. Et plus particulièrement, si on parle au niveau des formats vidéo, est-ce que selon toi, Xavier ou Julien, vous voyez vraiment ce côté short vidéo comme étant une tendance majeure, ou est-ce que les vidéos longues sont vouées à disparaître? Et je reprends mon exemple des 20 minutes de tuto que je me suis tapé sur TikTok. Est-ce que je suis un extraterrestre en faisant ça, ou est-ce qu'on a les deux qui vont continuer, du court et du long? Qu'est-ce que vous voyez à votre niveau? Moi, je veux bien me lancer. Pour moi, c'était pas une surprise que ça soit dans les tendances, mais par contre, pour moi, c'est pas du tout une tendance. C'est-à-dire que une tendance, elle a un début, un milieu, une fin, alors qu'ici, on est juste sur une nouvelle légère accélération, à mon avis, en 2025 par rapport à 2024. Mais c'était déjà une tendance 2024, c'était déjà une tendance 2023, c'était déjà une tendance 2022. Simplement, si on prend une vue hélicoptère, moi je dirais que bien sûr les deux vont continuer à exister, c'est-à-dire des vidéos très courtes, très émotionnelles, avec souvent de la musique, très très TikTok, et puis de l'autre côté des formats beaucoup plus longs, plus basés sur la raison, l'argumentation, la profondeur, les faits, etc. Et ça va continuer à fonctionner aussi. Alors évidemment, pas dans les mêmes proportions, c'est-à-dire qu'on est là plutôt dans des niches ou dans des intentions qui sont complémentaires, qui sont différentes, hein. On n'est pas, et là Julien pourra en parler, parce que on est vraiment sur des types de consommation différentes. D'un côté, avec une opportunité, de l'autre côté, avec une intention forte. Ce que je constate, moi, depuis des années, et j'en viens même parfois à présenter ça sous forme de U majuscule. Vous voyez, un grand U comme ça.
c'est que d'un côté, la barre gauche du U, c'est vraiment ces contenus très courts, très émotionnels, très TikTok, social vidéo au sens plein du terme, qui continuent à bien performer. En plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est encore un peu plus efficace. Et puis, de l'autre côté, l'autre barre du U, ce sont les contenus vidéo beaucoup plus longs, etc. Et qui fonctionnent aussi. Ce qui marche de moins en moins, c'est l'entre-deux, c'est le petit smiley entre ces deux barres de U en réalité. Et donc, au fil des années, j'ai l'impression que ces deux barres de U se rapprochent. Hein, et donc, on a de plus en plus de difficultés avec les vidéos à la papa. Hein, donc, les vidéos d'une 30 qui disent un peu plus que l'essentiel, mais qui ne disent pas non plus grand-chose en termes de valeur ajoutée. Et donc, je dirais que c'est clivant aujourd'hui de plus en plus et qu'il faut presque ajouter un plus entre la première barre très très TikTok et clone, hein, donc Reels, Shorts sur YouTube, et puis de l'autre côté, format plus long. Je crois qu'une bonne stratégie, c'est une stratégie qui combine les deux en fait. À 100%, Xavier, comme tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est pas une trend. Avant de faire ce podcast ce matin, j'ai retrouvé des decks de présentation créa qu'on avait fait en 2021, où la première chose qu'on Mhm. mettait, le plus important, c'est les 3 premières secondes. C'est stopper le scroll. Donc déjà, à ce moment-là, on y était. Et le fait d'avoir des vidéos courtes, bah, aujourd'hui, 85% des vidéos qu'on produit nous à l'agence, c'est des vidéos courtes avec un hook dans les 3 premières secondes très très fort. Mais je vais faire le contre-pied à ça. Je ne sais pas si vous avez vu passer récemment, sur le mois de novembre-décembre, il y a eu une pub qui a fait beaucoup de bruit. C'était une nouvelle pub de Volvo sur les réseaux Mhm. sociaux, qui était en fait une pub très longue de 4 ou 5 minutes, tournée comme un film. Et cette vidéo a explosé vraiment organiquement parce que c'était à l'opposé de tout, entre guillemets, ce qu'il faut faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et encore plus récemment que ça, il y a Disney qui a fait sa pub de fin d'année aussi, une, une pub verticale réseaux sociaux qui dure 4 à 5 minutes et qui est tournée comme un film avec la qualité du cinéma. Ce qu'on n'a pas du tout sur les réseaux sociaux où on veut de l'authenticité, des facecam où les gens parlent. Et donc en fait, je suis tout à fait aligné avec ton idée du U, où d'un côté tu as du contenu très court avec des hooks très forts et les 3 premières secondes hyper Mhm. importantes pour stopper le scroll, qui peut fonctionner pour certains objectifs, mais de l'autre côté, les marques peuvent toujours, si elles font de la qualité des vidéos plus longues et des vidéos où, comme tu dis, on met des sentiments et on raconte une histoire et où c'est filmé avec une qualité tip-top, encore avoir des gens qui consomment des vidéos de 4-5 minutes sur les réseaux. Et donc, c'est cool aujourd'hui puisque tu as vraiment les deux extrêmes, mais ça fonctionne encore quand c'est bien fait. Et donc, pour moi, Jérôme, pour répondre à ta question, pas vraiment une tendance qui date d'il y a 4-5 ans, mais qui se confirme aujourd'hui. Mais on voit aussi que tu as des contre-pieds forts qui fonctionnent aujourd'hui. Et alors, j'aurais juste un point, et j'en profite que Xavier soit là. On a vu apparaître, ici on a parlé des shorts, on a parlé de TikTok, on a parlé d'Instagram avec les Reels. Il y en a quand même un nouveau qui s'est lancé sur les vidéos verticales, qui est notre ami LinkedIn. Donc LinkedIn est un peu coutumier du fait de suivre, on avait des stories à l'époque sur LinkedIn, ça a disparu, ça a été utilisé de manière vraiment très 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 parcimonieuse par les marques, par les personnes. On voit qu'on a un flux vidéo vertical à la TikTok, on va dire avec du 9-16. Est-ce que tu penses que par rapport à ça et à ce qu'on vient de dire sur ces vidéos, de quel côté du U tu te situes? Est-ce que tu es sur le côté on va Mhm. faire des vidéos Mhm. courtes, on va faire des vidéos longues parce qu'on est on est sur LinkedIn, pardon, on est là pour a priori apprendre des choses intéressantes. Est-ce que tu penses que LinkedIn a une épingle à tirer du jeu et sur quel type de format en termes de vidéos? Ouais, bah, c'est une super bonne question. C'est vrai que les stories, ils ont essayé, mais ils ont fait ça comme des manches. C'est-à-dire qu'ils ont copié, mais de façon bien pire que les originaux. Donc, c'est quand même un peu con quand on plagie d'être vraiment moins bon que les originaux. Ça, c'est toujours un peu con. Et ça a duré moins d'un an. Et je comprends bien que les marques n'aient pas n'aient pas pris le train des stories sur LinkedIn, puisque le retour sur investissement était tellement catastrophique que ça n'avait aucun sens. Pour te donner un chiffre, à l'époque, je devais avoir quelque chose comme 20 000 abonnés sur LinkedIn. C'est mon réseau phare, hein, donc voilà. Et si je faisais 20 vues sur une story, c'était énorme. D'accord. Et pourtant, je vous jure que je mettais le paquet. Euh, donc,
Voilà. Maintenant ce nouvel onglet dans l'appli, hein, il faut rappeler peut-être que c'est que sur le Oui. mobile, hein, pour l'instant, cette vidéo-là. Euh, Bah, c'est l'histoire qui se répète malheureusement, c'est-à-dire que c'est une vraie catastrophe. Si vous consommez directement dans l'appli cet onglet, vous allez avoir des tas de vidéos d'abord qui sont toutes en anglais, euh, qui sont choisis par algo, mais paraît-il aussi, LinkedIn m'a répondu ça via le service Help, par aussi l'équipe LinkedIn News, donc il y a quand même une curation humaine. Et Ok. dans ce fil, en tout cas, vous voyez que des contenus un peu bullshit d'influenceurs américains sur comment se faire plein de pognon, etc. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de valeur ajoutée dans ces vidéos. Alors, je nuance un tout petit peu parce que si vous scrollez votre fil naturel, donc pas le fil vidéo, vous allez voir en 5e position, en général c'est 4-5e position, un vidéo pour vous. Et là, les premières en tout cas sont un peu plus adaptées. D'abord, c'est des personnes qui font partie de votre réseau, ce qui n'est pas le cas dans le flux vidéo à la TikTok, et où là, je pense qu'il y a un peu plus de valeur ajoutée, de curation. Donc, allez, on va être optimiste en cette fin d'année, début d'année 2025. On peut croiser les doigts, ça ne peut que s'améliorer en tout cas à ce niveau-là. Et alors, ta question très pertinente ou impertinente sur est-ce que c'est plutôt du court, est-ce que c'est du long? Bah, pour l'instant, honnêtement, j'observe, je tire pas encore de grandes leçons. Ce que je vois juste, c'est que il y a une prime visiblement de visibilité pour les contenus de l'ordre de 45-50 secondes et donc des contenus à la TikTok mais qui vont un peu plus loin quand même. On a besoin d'avoir un What's in it for me qui est un peu plus fort quand même, quoi. Donc on n'est clairement pas dans du divertissement, ça c'est très heureusement, hein. On sent bien le cap que LinkedIn prend, mais on sent qu'il rentre par la petite porte. C'est-à-dire que bah oui, essayer de faire se produire finalement, c'est ça, d'attirer des créateurs de contenu avec des contenus extrêmement longs, etc. C'est compliqué. Donc ils rentrent par la porte contenu court et on peut imaginer que dans les prochaines années, LinkedIn fera comme il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il copiera tout le monde et il voudra bah, monter en puissance pour avoir des contenus à plus forte valeur ajoutée qui pourront monétiser davantage aussi. Ok. Donc du coup, pour rester dans cette thématique de vidéo, Jérôme et Xavier, je pense que ça peut nous amener sur le second point du podium aujourd'hui, qui est le pouvoir de l'authenticité dans les contenus. Et donc, grosso Ok. modo, ce qu'on a retiré des différents articles, enfin ce que Léa a retiré des différents articles, c'est qu'en 2025, les utilisateurs vont porter apparemment, d'après les tendances, plus d'attention sur les contenus authentiques, c'est-à-dire sur les contenus moins léchés, moins professionnels. Donc Léa, il nous sort quelques chiffres, je vous les donne ici et vous me les commenterez après. Euh, Ils disent que 50% des marketeurs qui ont essayé de prendre des risques dans leur contenu avec des contenus un peu plus authentiques, bah, soit ils ne voyaient pas plus ou moins d'engagement, ou alors ils en voyaient plus. Et donc ici, la conclusion est que 98% des marketeurs qui prennent des risques, c'est-à-dire qui font des contenus un peu plus différents, un peu plus Mhm. authentiques et pas des trucs super bien léchés, bah, finalement, c'est soit à somme nulle, soit positif. Donc qu'est-ce que vous pensez justement de cette idée de vidéo plus authentique et peut-être voilà, moins cadré, moins podcast, moins les belles lumières, et peut-être je suis avec mon micro dans un café, mais je donne du contenu intéressant. C'est quoi votre point de vue à vous là-dessus, votre expérience? Vas-y, Jérôme. Oui, mais ça me fait sourire de nouveau, un peu comme la première. Mhm. On en revient à la base de la base des réseaux sociaux, qui était d'avoir une communication un peu plus transparente et plus ouverte entre des marques, qui était avec un site internet sur lequel on pouvait pas faire grand-chose, on pouvait pas avoir beaucoup d'approches et d'accroches. Et donc ici, se dire qu'on revient à une approche authentique, tant mieux. Est-ce que pour autant c'est vraiment une trend? Alors ça peut l'être, mais est-ce que c'est pour des bonnes raisons? Toi, est-ce que c'est de nouveau dans le côté on veut créer du contenu qui a de l'impact? On s'est rendu compte, on a testé que du contenu trop commercial, trop bien foutu, bah, au final les gens sont un petit peu lassés. Les gens ont très bien compris ce qu'on leur voulait et ce que eux ne veulent pas. Et donc on va de nouveau essayer de retrouver des manières de créer de l'engagement. Et on est plutôt dans cette optique-là, de créer de l'impact. Et donc, on trouve une nouvelle manière de faire des choses.
Alors, est-ce que c'est pour des raisons authentiques ou est-ce que c'est pour des raisons qui restent commerciales, de créer de l'impact et de dire on est sur ces plateformes, les gens y sont, mais nous, en tant que marque, on a quand même notre épingle à tirer du jeu et donc on va essayer de le faire. Donc, de nouveau, je pense que le point qui est intéressant, c'est de dire des grosses campagnes de pub où on essaye de forcer les portes de la plateforme, on essaye d'imposer son contenu aux différentes personnes. Les gens en ont peut-être un petit peu marre. Ça n'empêche que les plateformes, même si on prend TikTok, on pourrait la considérer comme étant hyper authentique. Je le prends pour le moment ici dans ma consommation. J'ai à chaque fois un écran de publicité que je ne peux pas skipper quand j'arrive sur la plateforme. J'ai des marques qui font de la publicité sur TikTok qui pour moi n'ont pas forcément une authenticité de dingue, qui utilisent plutôt la plateforme pour l'audience qui s'y trouve, sans respecter les codes. Et donc ce côté authentique, je demande pas mieux, moi, de voir des marques qui prennent des risques, qui essayent des contenus différents, qui font des trucs qui sont complètement barrés, qui sont plutôt sur la culture populaire, qui sont plutôt se mettre dans un écosystème. Je demande pas mieux, mais je suis curieux de voir effectivement par rapport aux chiffres, tu vois, qui sont cités ici dedans. J'aimerais bien voir 60% des marques belges qui prennent des risques sur les réseaux sociaux. Honnêtement, j'en vois pas 60%. On voit des trucs de temps en temps où on voit un contenu, toi, sur l'année qui a été fait avec des influenceurs, qui est un peu le contenu waouh, où on a pris des risques, mais c'est un contenu sur l'immensité de ce qui reste, et de ce qui est produit. Et donc, c'est pas une philosophie de contenu, c'est plutôt quelque chose qui est, je pense, opportun et qui n'est pas pour la majorité des marques. Donc, ça veut pas dire que certaines marques ne le font pas, mais pour la majorité des marques, c'est une prise de risque qui est trop loin de ce que eux considèrent comme étant juste sur les réseaux sociaux. Je vois Xavier Ouais. hocher de la tête depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, je vais pas répéter ce que Jérôme a dit, je partage complètement son point de vue. On parle d'angles un peu différents, lui et moi. C'est-à-dire que Jérôme, il a une super connaissance, évidemment, social media et avec un angle très annonceur aussi. Euh, Moi, je viens d'un métier journaliste, etc., et du monde un peu plus éditorial, un peu plus organique. N'empêche que je pense qu'on sourit tous les deux sur le terme authentique, c'est-à-dire c'est quoi authentique en fait, hein. À partir du moment où on va s'exprimer, prendre la parole, que ce soit de manière paid ou organique sur les réseaux sociaux, déjà on peut suspecter qu'il y a un intérêt derrière, hein. Même moi qui suis un roi de l'organique, j'ai un intérêt derrière, hein, quand je prends la parole pour partager des contenus, pour donner mon avis, etc. Donc, est-ce que c'est complètement authentique dans le sens désintéressé? Ça, je ne crois pas. Pour aller un peu plus loin, je dirais que le chiffre là, on peut le questionner, hein. En même temps, c'est une étude qui dit ça, et puis c'est sur la prise de risque. Qu'est-ce que ça veut dire la prise de risque? C'est forcément plus authentique ou pas plus authentique. Euh, un peu comme pour les vidéos, je dirais, il y a derrière ça une tendance de fond qui est le pay-to-play, tout simplement. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, même un type comme moi qui vient de l'organique et qui voudrait vous dire, allez vous faire voir avec toutes vos pubs à la con, euh, il peut plus dire ça sur les réseaux sociaux. C'est impossible pour une marque d'exister sans intégrer du paid. Et ce paid est de plus en plus dominant. Et même sur des plateformes très en retard comme LinkedIn, même là, le paid commence à s'imposer en fait. Il y a encore un an ou deux, on pouvait faire des vraies strates organiques, combiner prise de parole de page, prise de parole de collaborateurs, de C-level, etc., uniquement en organique. Aujourd'hui, on est presque contraint d'intégrer du paid. Et ça, je pense que 2025, avec l'IA en plus, ne va faire qu'amplifier encore ce mouvement avec un contrôle total et une personnalisation de plus en plus forte et une segmentation beaucoup plus forte. Donc, l'authenticité, moi, je mettrais un énorme S, c'est-à-dire qu'elle va aller chercher différentes niches et plus de manière globale espérer une authenticité pour toucher l'ensemble des cibles. Je n'y crois absolument pas, que ce soit en organique ou en paid, hein, d'ailleurs. Mais je crois que 2025 ne va encore faire qu'amplifier. D'ailleurs, les prévisions, on n'en parle pas ici, mais les prévisions quand même, c'est que le paid va continuer à progresser dans le mix marketing, hein, au niveau du social media. Et ça, c'est
pas nécessairement en lien avec plus d'authenticité. Hein. Ça sera au contraire dopé, je pense, par l'IA générative, où ben, on voit déjà quelques cases, hein, où carrément même la production elle-même est générée par IA et pas seulement scriptée en amont. Voilà. Et puis dernier point, ça fera le rapport avec la première tendance sur les vidéos. Ça m'a toujours fait marrer. Il y a pas mal d'études qui ont démontré ces dernières années à quel point le format live et un petit peu ce qu'on est en train de faire, même si on n'est pas en live, on enregistre dans les conditions du direct, hein, donc voilà, est considéré comme le format le plus authentique. Or, désolé de décevoir ceux et celles qui nous regardent de façon un peu naïve, c'est rarement complètement authentique. Même nous, ici, qui voulons un échange authentique, on s'est parlé 2 minutes avant pour dire un peu comment ça va se passer, qui va prendre la parole, d'accord? Donc, les formats qui paraissent authentiques sont en général bien réfléchis. Et je rejoins du coup Jérôme sur, ok, on veut faire plus d'authentique, mais le but c'est d'être encore plus efficace, encore plus contrôlant finalement sur les résultats de nos campagnes. Alors, je prendrais peut-être 2 points par rapport à ça, puis après je te laisse la parole, Julien. C'est marrant que tu évoques le format live. Pour moi, c'est un format qui est complètement sorti de la galaxie. On s'était extasié au début avec les Facebook Live, avec Periscope à l'époque, avec plein de trucs qui étaient en live, justement dans ce côté authentique, si on veut connecter. Mais des marques qui font encore beaucoup de live, ou tu vois, des choses qui sont vraiment événementialisées autour d'un Facebook Live qui aura lieu à tel moment avec Mhm. une prise de parole d'un C-level ou de ce qu'on veut. J'en vois beaucoup moins. On l'avait fait pour le salon de l'auto à l'époque pour une marque, où c'était en live le CEO qui venait, qui parlait, c'était diffusé sur les pages. On en reparlera après, mais j'ai l'impression qu'il a été contrebalancé par d'autres choses ou qu'il a été récupéré plus par des créateurs de contenu que par des marques. Et donc ça, c'était Mhm. Mhm. mon premier point. Et mon deuxième point était plus d'avoir votre avis sur ces collab posts qu'on peut avoir, qui sont peut-être une manière pour des marques d'être plus authentiques parce qu'on s'accroche à des communautés qui ne sont pas les nôtres, mais on va en trouver d'autres. Et donc les collab posts, mais je les vois de différentes manières. Donc il y a le côté plus facile, plus direct, qui est ce qu'on a sur Instagram. Mais ce qu'on voit aussi, et là je reprends la casquette annonceur sur LinkedIn, et c'est des choses qui font réfléchir pas mal certaines boîtes, c'est le côté une boîte, et Julien l'a déjà fait aussi, donc ça sera un bon exemple, c'est qu'une entreprise peut sponsoriser le contenu d'une personne, que ça soit une personne qui est représentative de la thématique A, B ou C. Est-ce que vous avez l'impression que ce genre de tactique est considéré par des entreprises comme étant une réponse aux besoins d'authenticité? Donc, c'est pas l'entreprise qui parle, mais on investit quelqu'un qui va parler au nom de l'entreprise et l'entreprise supporte en mettant de l'argent derrière. Peut-être que toi, Julien, tu as un retour par rapport à ça. Et puis après, Xavier, je suis curieux de Ouais, t'entendre un par rapport à retour ça de aussi coup. si vous voulez. Ouais. Ouais, effectivement, comme tu mentionnes, Jérôme, on l'a testé, nous, au niveau de l'agence, c'est-à-dire que les collaborateurs chez nous postent des contenus vidéo, sur leur LinkedIn à eux et nous, on les booste via, la page, de l'agence et effectivement, on voit plus d'engagement et de retour, quand on booste ce genre de contenu, donc employee post, plutôt que quand on fait une vidéo bien léchée qu'on poste sur la page et sur laquelle on met du budget. Donc ça, effectivement, nous, on voit un impact positif là-dessus et qu'on en parle aux clients chez nous avec la casquette annonceur aussi qui font du LinkedIn classique, effectivement, c'est des choses qu'ils trouvent sympas, mais que je ne trouve pas très, très adoptées encore en Belgique. Et les points bloquants que j'ai reçus, c'est: «Ah oui, mais si l'employé, après s'en va. Mais si l'employé après, bah, en fait, il a un gros impact et en fait, bah, la visibilité, elle va chez lui et pas chez la marque». Et en fait, il y a plein de peurs, si on veut, des annonceurs pour mettre un peu le frein sur ce genre de contenu que je trouve intéressant aujourd'hui. Et pour revenir sur le point juste avant, l'authenticité, je pense qu'aujourd'hui, dans la tête, moi, je prends toujours cette casquette annonceur, le contenu authentique est souvent associé, et vous me direz ce que vous en pensez, à ce qu'on appelle de l'UGC, du User Generated Content, où tu vois des gens parler face caméra versus un vidéaste est venu et on a filmé une vidéo pro d'entreprise. Donc, c'est plus ce contenu UGC que les gens assimilent à authentique. Mais donc, pour revenir ce point des postes d'employés boostés, on le fait, c'est pas mal. Mais je vois peu de marques en Belgique en faire et toi, Xavier, tu as peut-être plus d'insight là-dessus?
Alors j'ai pas de chiffres précis, mais d'expérience, j'en ai fait un certain nombre aussi. Je rajouterais parmi les freins, tout simplement la méconnaissance. C'est-à-dire que moi, 9 fois sur 10 quand j'en parle, c'est: «Ah bon, c'est possible?» Ouais, tout à Donc fait. on est encore dans une, faible connaissance du truc. Alors je me souviens avoir été le premier à en parler de ça. J'ai eu du bol en fait, j'avais vu, un séminaire, qui était censé rester un peu discret de LinkedIn et j'avais vu, une annonce de Thought Leader Ads et j'avais un peu creusé, enfin bref et cetera. C'était mon meilleur post de 2022, je pense, parce que ça c'était un scoop, waouh, formidable, oh là là! Bah, depuis, malheureusement, j'en entends assez peu parler, alors que d'expérience, je peux dire que c'est extrêmement efficace. J'ai jamais été déçu. Je crois que je suis à une dizaine de cases pour l'instant. J'ai jamais été déçu par les résultats. Maintenant, combien de temps ça va durer? Et évidemment, on sait que au début de chaque nouveau format, bah, la plateforme a tendance à pousser aussi. Je pense que Julien a complètement raison sur l'incarnation. Hein, il parle d'UGC, User Generated Content. Moi, je vais un peu plus loin, et c'est même l'humanisation. Quand c'est un message diffusé par une marque, par un logo, ben non, ça n'a pas le même impact que quand le même message est porté par une voix, un être humain, des émotions, un visage, etc. Et c'est très con, mais nous, êtres humains, on a tendance à s'identifier plutôt à d'autres êtres humains que à des logos. Et donc, je pense que voilà, ça se justifie. On n'a pas non plus peut-être la culture en Europe de cette starification, je mets des énormes guillemets à starification, des collaborateurs, des experts internes. Et on a beaucoup de freins, on est en retard en fait, hein, clairement, sur tout ce qui est employee advocacy, avec toujours cette peur de oui, mais si j'expose mes collaborateurs, ils vont partir plus vite. J'ai encore eu le cas hier, je ne citerai pas dans quelle entreprise, où j'ai quand même, ça m'a un petit peu énervé, j'ai répondu, oui, mais à votre avis, comment on peut enrayer alors les départs dans votre entreprise? Est-ce que c'est en surtout invisibilisant encore un petit peu plus les collaborateurs ou en les valorisant, y compris à l'extérieur? Et donc, c'est un débat sans fin. J'ai l'impression qu'il va falloir sortir de ce débat par des cases, et pour l'instant, les cases sont très porteurs. Ok, alors pour rebondir là-dessus, et troisième tendance, et je vois qu'on a la tendance justement à parler beaucoup, on s'emballe là-dessus et c'est très très bien. Donc cette troisième tendance qui nous est donnée par l'IA, c'est le retour sur les origines des réseaux sociaux, donc le côté authentique, le côté connecté des gens, focus sur les communautés. Et donc le mot communauté, je pense, c'est un petit peu un buzzword qu'on peut utiliser pour 2025, un peu comme dans un bingo. Souvent, des gens vont dire ah oui, ok, mais on veut un engagement, on veut créer une communauté. Ok, très très bien. Vaste sujet, vaste programme. Pas aussi facile que ça, mais donc on voit aussi, même au niveau, alors c'est ce qui est dans le rapport aussi, au niveau des attentes des gens, il n'y a pas juste le côté fun, mais c'est le côté se connecter avec des personnes. Et donc on avait Adam Mosseri qui l'avait dit cette année, la croissance qu'on a le plus dans Instagram, et on avait fait un podium là-dessus, c'est pour tout ce qui se passe en dehors de ce qui est visible directement. Donc c'est le côté, quelle est la propension pour un contenu à être partagé, et ces choses-là vont être de plus en plus mises en avant. Mais donc ici, voilà, dans les points qui sont donnés, il pointe notamment la percée de certains réseaux sociaux de niche, comme des Discord, des Reddit, des BeReal, qui sont plutôt dans ce côté authentique, dans ce côté moins, je veux dire, sauvage des réseaux sociaux, où il y a de l'information qui passe dans tous les sens, où il y a un algorithme qui tourne et tout ça. Donc, un petit peu des trucs, je peux dire à l'ancienne, mais ce côté où je peux être connecté avec des gens sur base d'intérêts et de choses qui m'intéressent, en ayant que le meilleur et pas le pire des réseaux sociaux, donc en ayant des contenus que j'ai choisis. Je choisis des sujets qui m'intéressent et je vais dans des salons Discord sur des sujets qui m'intéressent. Je vais sur Reddit et s'il y en a un de vous deux qui l'utilise, ça m'intéresse d'avoir votre retour là-dessus, mais d'avoir des sujets qui m'intéressent aussi. Et donc, c'est un petit peu ce que je vois ici dedans. C'est plus le côté pause, le côté je mets mon esprit tranquille, et au niveau des réseaux sociaux, ben, j'arrive à retrouver une valeur qui s'était un petit peu perdue sur tout ce qu'on a pu avoir comme plateforme sociale. Et donc, si j'en prends une à titre particulier, bah, j'utilise Discord. Les deux autres, je les utilise pas ou plus. Mais Discord pour tout ce qui est social ads.
Et donc, je suis dans le Discord de Bram van der Halen, qu'on a déjà cité pas mal de fois pour tout ce qui est social ads. Mais donc, c'est intéressant de voir aussi dans cet aspect communauté qu'on peut y arriver. Mais est-ce que c'est pour autant jouable pour des marques? Grosse question. En tout cas, ça me paraît déconnecté de la plupart des réalités des entreprises. Tu as raison, il y a cette réalité des entreprises. Toutes les boîtes peuvent faire un groupe Facebook, peuvent faire une newsletter LinkedIn, peuvent essayer de grouper les gens ensemble. C'est bien d'avoir l'initiative, mais après, il faut la tenir dans le temps. Et on sait que c'est compliqué d'engager des communautés, de les garder actifs. Et même sur les groupes Discord que tu mentionnes, tu as des groupes Discord qui partent en fanfare pendant 3 mois, c'est super. Et puis 2 mois après, il n'y a plus personne qui interagit. Et donc, c'est cette idée de oui, c'est bien la communauté, mais il faut le gérer derrière. Et dans un deuxième chose, ici, tu nous parles de communauté Discord où le but est d'avoir une plus grosse communauté. Mais peut-être simplement, et tu mentionnais un ancien podium qu'on avait eu, la manière dont les gens interagissent avec les contenus. Et dites-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, quand vous allez sur Instagram ou sur TikTok, il y a parfois des vidéos où tu as plus de partage que de likes ou d'engagement sur la vidéo, puisque les gens se l'envoient à leur copain parce qu'il a pensé à lui, à sa femme parce qu'on a vu un truc intéressant pour la maison, ou on se le partage dans un groupe WhatsApp de papa, ou on se le partage dans un groupe de sport. Et pareil sur LinkedIn, Xavier, je pense que je dis pas de bêtises, quand parfois tu as des posts intéressants, ils n'ont aucun engagement visible. Par contre, tu as 15 marketing managers qui l'ont partagé en interne aux équipes ou dans des messageries LinkedIn privées. Et donc, tu as toute cette partie qu'on appelait un peu dark social, qu'on peut pas voir, qu'on peut Ouais. pas traquer, mais qui est extrêmement importante. Et donc, est-ce que ça rentre aussi dans ce qu'on appelle communauté? Et donc là, je passe la balle à Xavier pour avoir ton avis là-dessus. Ouais, moi, communauté, ça m'a toujours fait marrer comme terme, hein, parce que, enfin, je partage vos expériences aussi. J'ai rencontré ça aussi, hein, donc une volonté de faire communauté autour de la marque, autour d'un produit, autour d'un service, autour d'une expertise, etc. Oui, sauf que, bah, il n'y a pas de secret, hein. Les réseaux sociaux, si on résume, c'est deux choses, c'est du contenu et des interactions. Donc, si on n'alimente pas en contenu, si on ne modère pas, si on n'anime pas ces communautés, bah, ces communautés, en fait, c'est très artificiel ou temporaire. Par ailleurs, je te rejoins complètement sur le dark, et ça, j'aurais trouvé sympa que ton IA trouve que c'est une grosse tendance 2025, parce que certes, c'est déjà là, mais la proportion que ça prend aujourd'hui, le dark social, donc c'est toutes ces interactions non visibles, hein, d'accord, donc s'envoyer en message privé un contenu, sauvegarder un contenu, et je dirais même observer, regarder un contenu sans interagir, passer du temps devant ce contenu. Cette fameuse notion de dwell time, hein, de temps, de capter l'attention dans la durée, ça c'est quelque chose qui explose, et tu m'as relancé sur LinkedIn, et là clairement LinkedIn est en train d'en faire, si pas le premier, un des deux premiers critères de viralisation affinitaire, c'est-à-dire que vraiment aujourd'hui vous pouvez avoir très peu d'interactions visibles et malgré tout un nombre d'impressions et une portée assez élevée au total, parce que le dark est là. Alors, j'ai toujours du mal à chiffrer ce dark par définition, hein. Puis aussi parce que même les quelques études qui en parlent, waouh, c'est des fourchettes comme des râteaux, quoi. Donc c'est entre 20 et 80%, hein, des interactions qui sont en fait des interactions invisibles. Bon, je sais pas trop comment leur accorder un peu de crédit, mais en tout cas, je pense que ça c'est fondamental à comprendre pour nous professionnels, c'est que nos KPI historiques sont sérieusement mis à mal, et qu'on n'a pas nécessairement la prise sur les prochains, en fait, puisque ce sont les plateformes qui, elles, d'accord avec moi, sont capables d'identifier non, il n'est pas du tout d'accord d'ailleurs, finalement, d'identifier la longueur, le dwell time, euh, les saves, et là on voit qu'Instagram a un coup d'avance puisqu'il partage les sauvegardes, pardon. Donc, je dirais qu'on va devoir enfin se poser les vraies questions sur l'efficacité de nos contenus, de nos annonces, etc. Puisque on ne va plus avoir les indicateurs classiques, les vanity metrics classiques, etc. On va devoir du coup bien s'interroger sur, ok, mais qu'est-ce qu'on attend au final?
de concret? Est-ce que c'est des conversions? Est-ce que on a un temps moyen ou un taux de rétention de nos vidéos, etc. Bref, je crois que ça vient challenger véritablement nos métiers aussi. Euh, et pour revenir sur la question des communautés, moi je ne considère pas du tout que ça soit une tendance 2025. C'est intrinsèque aux réseaux sociaux et il y a un vrai basculement de l'usage public des réseaux sociaux. Je vois d'ailleurs certains gros influenceurs B2B parler de quiet quitting. Donc ça vient vraiment de ce qu'on a vécu après le Covid sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire les gens qui silencieusement quittent leur boulot, c'est-à-dire ne font que le strict minimum, etc. Eh bien, sur les réseaux, on peut se poser aussi la question de OK, il y a encore du monde, mais est-ce qu'ils sont vraiment si actifs que ça, puisqu'on les voit plus trop actifs? Et donc, à quel point se passe la bascule vers les messageries privées? Parce que ça, les tendances ici qu'on a identifiées n'en parlent pas. Mais c'est quand même du lourd, hein, ce qui se passe. Bah, toi, tu as parlé de Discord, on peut parler des messageries de Meta, WhatsApp en premier lieu, Messenger pas mal aussi. Bon, il y a un déplacement vraiment vers le dark, vers l'invisible, avec une vraie difficulté, je crois, pour les marques d'exister dans ces espaces, puisque évidemment, par principe, ces messageries privées, bah, en Europe en tout cas, elles sont très connotées privées. Et donc, aller poser sa marque là-dedans, c'est compliqué. Alors, je rejoins ton point ici. Je vais peut-être en ajouter quelques-uns. On parlait des messageries. On voit quand même, et tu parlais d'Instagram là-dedans, et je prendrais Meta de manière plus globale. On voit tout ce phénomène aussi de groupes et de communautés qu'on peut avoir notamment sur Instagram. Et donc, ça rejoint ce point. Alors, est-ce que ça s'appelle communauté ou est-ce que c'est une évolution sur certains niveaux? Mais de ce côté, c'est pas visible pour tout le monde. Il faut être dans le groupe. Et donc, dans le groupe, on va pouvoir partager des informations. Tu l'as sur WhatsApp, tu l'as sur Instagram. Adam Mosseri, donc le patron d'Instagram, bah, l'utilise pas mal. Je pense que hier, il a rechangé le focus de son broadcast channel plus sur le côté tips and tricks de la plateforme. Donc, je trouve ça intéressant. Alors, est-ce que des marques vont le faire? Bien souvent, je pense que c'est plutôt un hit qu'on fait un moment parce qu'on se rend compte que c'est un format qui fonctionne bien et donc on va se dire ah ben on veut continuer à engager avec des gens, on va le faire. Et comme tu disais Julien, ben, est-ce que dans le temps ça fonctionne? Il y a très peu de stratégies qui sont viables à long terme, c'est plutôt des choses qui sont faites au petit bonheur la chance. Et le deuxième point que je vois, c'est effectivement ce côté metrics. Tu en as parlé Xavier, toi au niveau des KPI qu'on a coutume d'utiliser. Le fait que ça soit invisible, pose déjà un premier point, je pense, c'est de savoir que ça existe, que savoir que c'est invisible. Et bien souvent, quand tu viens parler de dark social à quelqu'un, il va te regarder en disant, OK, non, les dark posts, non, dark social, on parle pas de publicité, on n'est pas dans cette optique-là, on parle de dark social. La première fois que j'ai entendu ce mot, je pense que ça doit être il y a 6 ou 7 ans, et j'ai regardé la personne en disant, qu'est-ce qu'elle me veut exactement, de quoi elle me parle. J'ai l'impression de connaître quand même un petit peu des choses sur les réseaux, mais j'avais jamais entendu parler. Mais ici, poser la question à des gens qui travaillent dans le domaine, je pense que ça va être je vais pas dire une source de stress, mais des choses qui sont très difficilement mesurables, sauf effectivement Instagram qui peut nous donner les choses, mais savoir que ça existe et savoir qu'on va créer du contenu qui potentiellement n'engage plus directement, mais va engager par la suite, ça implique un changement majeur aussi dans la création du contenu, dans la perception qu'on a du contenu et de se dire, typiquement, vous avez une personne qui est responsable qui va vous dire « Ah, ce contenu, il ne fonctionne pas, il faut le supprimer de la page, on va l'enlever. » Non. Sache que ce contenu, en fait, a une portée qui est beaucoup plus large. Il est là pour s'ancrer, pour avoir des racines qui sont beaucoup plus profondes et ce n'est pas juste uniquement le fruit qui est au-dessus, c'est tout ce qui est en dessous qui va arriver. Et donc, on a des plateformes qui le valorisent plus que d'autres, qui le mesurent aussi plus facilement que d'autres. Et donc, je pense par rapport à ça, il y a un gros enjeu qui arrive. Et Instagram, par rapport à ça, je trouvais hyper transparent et ça permet de secouer un peu le cocotier en se disant, nous, ce qu'on valorise, c'est justement le fait que ce contenu soit partagé par d'autres, soit, voilà, c'est des choses dont on va discuter avec Julien, on s'envoie des WhatsApp et tout ça, c'est un prétexte pour autre chose, c'est pas uniquement une finalité sur une plateforme, c'est le départ vers d'autres types de plateformes et d'autres types de discussions. Je peux rebondir là-dessus?
Hem, Désolé Julia, c'est parce que j'ai un truc en tête qui me frappe depuis des années et je suis ravi, de vous poser la question. Est-ce qu'à votre avis, ce basculement public-privé est, juste, une évolution des usages, notamment liés à la fatigue, notamment liés à la peur, de, laisser en public des traces et cetera? Ou est-ce que c'est clairement poussé par les plateformes elles-mêmes? Alors, c'est un peu ironique, hein, ce que je vais dire, mais est-ce que les plateformes n'ont pas intérêt à basculer nos usages vers le privé, dans le sens où, un, bah, ça veut dire moins de modération, puisque les régulateurs ne peuvent quand même pas imposer d'aller réguler des conversations privées. Deux, c'est des datas plus riches aussi, puisque ce qu'on se dit en privé est beaucoup plus authentique, profond, oui, data rich que ce qu'on se dit en public. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'il y a une intention, à votre avis, des plateformes de basculer vers le privé? Je pense qu'elles réagissent aussi à une réalité et pour prendre le cas de LinkedIn, tu sais très bien que sur LinkedIn, la majorité des gens n'engagent pas avec les publications, c'est-à-dire ne likent pas, ne commentent pas parce qu'ils ne veulent pas que les autres voient qu'ils ont été associés à cette publication parce que leur LinkedIn, il y a leur nom, il y a l'entreprise dans laquelle ils bossent et donc j'aime bien une publication de cette personne-là, mais si je vais commenter en mon nom, sachant que je travaille pour telle boîte, comment mes collègues et mon réseau va le voir? Et donc, tu as énormément de gens qui finalement sont juste derrière, consomment énormément, interagissent jamais. Et donc, 80%. je suis assez d'accord avec ça que les gens ne veulent pas interagir pour ne pas laisser de traces, pour ne pas avoir le Mhm. regard des autres derrière. Et encore plus dans un contexte business sur LinkedIn. Donc ça, tout à fait. Et donc, est-ce que les plateformes poussent ça du côté privé pour aller miner plus de data? Difficile à dire. Eux le savent, nous pas. Est-ce qu'ils avoueront un jour qu'ils lisent nos conversations privées pour enrichir la data? On peut nous l'insinuer ici aujourd'hui. Est-ce qu'eux vont le dire? Je ne sais Mhm. pas, mais ce serait pas étonnant. Ce serait pas Mais étonnant. alors, si je reprends le point par rapport à ça, ce que je prendrais comme postulat de base, c'est juste que ces réseaux sociaux ont un impact global sur nos expériences. Et quand je dis global, il est à tout niveau de ce qu'on fait de manière publique ou privée. Après, est-ce que notre usage évolue? Je le pense fondamentalement. Il y a des nouvelles plateformes qui arrivent. Quand on n'avait que Facebook, on était une réalité que Facebook avec des amis, avec des pages. L'algorithme était encore gentil, on touchait 50-60% des gens, et donc si tu postais une photo, je la voyais, je pouvais commenter, et voilà, donc c'était vraiment le côté très très familial. Et puis, de par le temps, ça fait plus de 15 ans que ça existe, il y a des usages qui sont différents, des entreprises qui ont des besoins différents, il y a des métiers qui se sont créés, il y a des influenceurs qui existent, qui n'existaient pas avant. Et donc, par rapport à tout ça, je pense que la maturité ou les attentes des gens changent, même si on voit dans les études Mado We Are Social que le contact avec la famille reste quand même le moteur dominant de ce que font les gens. Mais on a tellement de plateformes différentes, avec des attentes différentes, que les plateformes qui sont généralistes vont le subir aussi. Parce que avoir une plateforme à la Facebook qui propose tout et qui ne propose plus rien, ils doivent continuer à trouver une pertinence. Et la pertinence, pour le moment, a plutôt l'air de se passer au niveau des conversations privées. Alors, est-ce que eux sont la cause ou la conséquence? C'est un peu l'œuf et la poule. Je pense que rien n'est neutre par rapport à ça. Quand Adam Mosseri te dit, voilà, ça évolue au niveau de ce qui est dark social, c'est ce qu'on va pousser. Les datas qu'il utilise, on les a pas. C'est juste lui qui va nous dire, on observe au niveau de la plateforme et tout ça. S'il le fait, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas un agenda derrière. Je ne vais pas faire le complotiste à deux francs, mais le but, c'est que les gens continuent à utiliser la plateforme, la trouvent pertinente. Si elle est plus pertinente en face visible, mais en face cachée, pour eux, c'est très bien. Ils continuent à avoir des annonceurs Mhm. qui vont pouvoir mettre de la data sur la plateforme. Ils continuent effectivement à enrichir les données, à créer du contenu publicitaire qui est plus ou moins intéressant. Donc c'est très compliqué de dissocier l'un de l'autre, mais je pense que le côté temporel, le côté nombre de plateformes qui existent et la dissociation des attentes en fonction des plateformes a un impact sur ça aussi. Clairement, clairement. Ouais, curieux de voir comment ça va évoluer, mais c'est sûr que, pour donner un simple exemple, il y a quelques années, on taguait les gens dans les commentaires à qui on voulait montrer une publication. Aujourd'hui, on le fait pas, on l'envoie en privé. Donc c'est des changements de consommation vraiment et voilà, les plateformes doivent s'adapter. Messieurs, je vous emmène sur le 4e point du jour.
moi, j'aurais pas grand-chose à dire sur ce point-là, c'est assez stratosphérique pour moi. Je vous avoue, ça sort un peu de mon scope. C'est l'intégration du social commerce et du live shopping. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle nous dit de ces rapports qu'on lui a donnés? Elle nous dit que des fonctionnalités comme Instagram Shopping et Facebook Shop, où on peut acheter directement à l'intérieur des plateformes, sans devoir sortir sur les sites des marques, va avoir un gros essor, cette année 2025 et dans les années à venir, et que le live shopping va devenir vraiment quelque chose de central, en 2025. Alors tout ce que je pourrais vous dire moi là-dessus, c'est, est-ce qu'encore une fois on parle de l'Europe, de la Belgique ou des États-Unis ou de la Chine qui ont Très des bonne tendances question. vraiment différentes d'adoption? Et pour moi, le live shopping, vous allez peut-être en rire, mais ce que ça représente, c'est, vous l'avez peut-être déjà vu passer, c'est madame qui sont devant leur téléphone et qui montrent les pièces qu'elles ont et qui disent: «Cliquez ici pour aller sur ma boutique marketplace ou sur mon Vinted et voilà, je vous montre les pièces et hop, à la suivante», qui fait un peu brocante. C'est ça aujourd'hui que moi j'ai en tête pour le live shopping et donc comme je vous disais, je suis à l'opposé de ce qui peut se faire au niveau des marques et donc j'aimerais bien votre avis là-dessus. Pour vous, le shopping commerce et le live shopping, est-ce que ça vous inspire pour 2025? J'y Xavier, je vais, t'en j'y prie. vais. Hem, Chaque année, à cette période, je redécouvre que le live shopping et que le social commerce est une tendance, dans ma vie en tout cas, de tous les jours, que ça soit au niveau privé ou, au niveau professionnel. Alors moi, je suis plus orienté B2B, d'accord? Personne, absolument personne ne m'en parle. Ça veut pas dire que personne n'achète, pas en ligne, et peut-être même, via Facebook, ou Instagram. Mais en tout cas, j'ai l'impression que nous avons ici une étude ou plusieurs études, hein, qui en parlent, qui sont des études, globales, mondiales, hem et où finalement les chiffres qu'on observe et c'est vertigineux, hein, puisque, on parle de 15 à 20 finalement du commerce en ligne qui se fait, via les plateformes sociales, donc c'est pas rien non plus. Je pense que c'est simplement, une moyenne par rapport à un monde très très différent culturellement, en Amérique du Sud, en Asie, aux États-Unis ou en Europe, on n'est pas, je pense, accro de la même façon au social commerce. Et pour le dire gentiment, je crois que le Belge est soit très peu actif en la matière, soit très en retard, peu importe comment on peut le dire. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas une grosse tendance pour nous ici, mais peut-être qu'au niveau mondial, oui, je n'ai pas de doute que voilà. Et il faut juste voir quel shopping, hein, d'accord? Si c'est pour du Temu, si c'est pour du Shein, si c'est pour le nouveau truc là d'Amazon qui va encore améliorer évidemment le sort de notre planète. Euh, je suis pas convaincu, d'accord? Donc peut-être que j'ai un biais terrible, c'est que je ne suis pas exposé à ça et qu'en plus ça ne m'intéresse vraiment pas. Mais par rapport à ça, effectivement, c'est, je pense, une tendance ou un sujet qui revient chaque année en disant cette année, c'est le social commerce. On a parlé du F-commerce aussi pendant tout un temps, donc le Facebook Facebook commerce, commerce. hein. Je me demande si à l'époque, ils avaient pas la volonté de sortir une monnaie aussi, à un moment où ils avaient fait une Bien demande sûr, hein, pour avoir bien une sûr. licence. Donc je pense que ici, l'idée, c'est de se dire de quelle manière les réseaux sociaux continuent leur expansion dans une globalisation de l'expérience et du fait de dire, ben voilà, je suis sur Facebook, tout est déjà connecté, j'appuie, je commande et je fais ça. Mais comme tu disais Xavier, je pense qu'en Europe, on a déjà un cadre législatif qui est beaucoup plus rigide que dans d'autres parties du monde. Et en tout cas en Belgique, oui, il y a des choses qui fonctionnent. Ça, c'est effectif. Je l'ai sur certains clients qui font effectivement qui font de la vente via les réseaux sociaux, qui se sont fait striker Instagram Shopping au début de l'année, si j'ai pas de bêtises, qui a été retiré. Donc il y a des fonctionnalités en moins. Mhm. Mais donc on nous a souvent présenté effectivement l'arrivée de ce social shopping comme étant la nouvelle chose majeure qui va faire exploser les trucs. Mais honnêtement, c'est un petit peu une espèce d'anguille, quelque chose qui... On comprend ce que ça pourrait être, mais on voit pas ce que c'est. Et donc, c'est peut-être un petit peu ton point, Xavier. Alors, soit effectivement, on n'est pas réceptif par rapport à ça, soit on n'en voit pas la concrétisation en disant, OK, ça existe, ça va venir et tout ça. Et aux États-Unis, ça représente X centaines de milliers de milliards de dollars. En Asie, on n'en parle pas, c'est des trucs, des chiffres qui sont absolument dingues. Chez nous, effectivement, quand on parle de live shopping, et je l'avais vu dans une formation, c'est ce que Julien disait à l'époque,
On l'avait fait, on regardait encore du live sur Facebook et on pouvait voir où étaient des situations en live. Et donc, on était tombé un jour dans une formation en cours du soir sur une personne à Liège qui avait fermé sa boutique et qui présentait tous des vêtements. Alors, c'était risible si on veut au niveau du contenu, mais sur le temps, on a regardé ça pendant 3-4 minutes et on était plié en 4. Elle a vendu 3 ou 4 vêtements. Donc, il y avait quand même un impact, alors qui est peut-être pas professionnel. C'est une manière de contourner l'usage des réseaux sociaux, mais de manière profonde. Je ne vois pas effectivement l'année prochaine du social commerce s'implémenter durablement et de manière pérenne, en tout cas chez nous. C'est peut-être un trend qui existe par ailleurs. C'est intéressant de savoir que ça fonctionne, qu'il peut y avoir des débouchés, mais en tout cas chez nous, je ne le mettrai pas dans mon top 5, ni même dans mon top 10, plus en termes de curiosité professionnelle, mais en termes d'effectivité et d'intérêt des marques pour ça. En tout cas, ça me paraît en tout cas beaucoup plus loin que de le mettre ici en 4e position, ou en tout cas dans un top 5 de tendance. Il y a effectivement un biais qui est inhérent aux sources qu'on a mises. Il y a des sources francophones, françaises, européennes, et il y a pas mal de rapports qui viennent effectivement du reste du monde, où dans ces parties qui ne sont pas européennes, on a effectivement du social commerce qui se développe d'une autre manière que ce qu'on a en Europe pour le moment. Je terminerai ici notre top 5, en tout cas notre 5e trend, avec quelque chose qu'on a déjà évoqué avant, et tu avais commencé par ça notamment Xavier, c'était l'utilisation de tout ce qui est intelligence artificielle au niveau personnalisation, au niveau automatisation. Donc ici, je ne vais pas revenir sur tout ce qui se trouve ici dedans, mais voilà, il dit le dernier point qui est rigolo en disant que les sources suggèrent que utiliser la partie AI va être vraiment critique pour les marques en 2025 pour améliorer l'efficacité, pour augmenter l'engagement des utilisateurs ou des clients et pour améliorer des résultats au niveau de l'entreprise. Est-ce que pour autant on peut dire que l'AI ou l'IA est vraiment une tendance 2025 et qu'on n'est pas sur un sujet qui est un non-sujet en termes de tendance? Alors que c'est un impact fort et que ça en est un encore un peu plus fort en 2025, aucun doute là-dessus. Faut juste s'entendre sur ce que c'est une tendance. Pour moi, une tendance, à un moment, bah, ça retombe. Là, moi, je vois pas la retomber tout de suite, hein. Donc, je pense que c'est une tendance de fond, comme diraient certains. C'est-à-dire, vraiment, là, on n'a encore pas vu grand-chose par rapport à ce qui s'annonce, et il faut le voir comme une progression non pas linéaire, mais potentiellement exponentielle. Et donc, je pense que un peu comme on a tous les trois, et pas seulement nous, individuellement, sans doute ceux et celles qui nous regardent aussi, déjà pas mal utilisé l'IA, déjà pas mal exploré différentes plateformes, différentes possibilités, différents usages. Autant, je pense qu'en termes d'entreprise, les annonceurs sont des entreprises et les agences sont des entreprises. Donc, de manière plus structurelle en entreprise, ça commence seulement, je dirais, à s'intégrer. Je pense que oui, 2025, indéniablement, mais sur tous les aspects. Et donc, l'IA sera pas en soi, je pense, une tendance. C'est simplement, c'est tellement profond, transversal, ça va tellement, ça change tellement les choses en termes de production, de diffusion, d'intelligence, de data, de questions aussi sur nos métiers, nos valeurs ajoutées, etc. Que oui, oui, tout le monde va parler IA tout le temps. Bah, d'ailleurs, regardez, vous faites un premier échange sur base d'un IA. Alors, je note quand même que sur les 4 premiers points, on s'est montré plutôt critique, nous trois, hein, d'accord. Et donc, on n'est pas encore tout à fait convaincu. Est-ce que c'est, Jérôme, la base de connaissances que tu as offerte à Notebook, ou est-ce que c'est globalement ce que l'IA en a fait? Mais en tout cas, moi, ce que je retiens surtout de ces 2 premières années finalement d'IA générative grand public et qui peut nous aider pour la suite, c'est restons critiques. Qu'on vient de l'être là sur les premiers points. Euh, on ne peut pas considérer que c'est juste un outil parmi d'autres. Non, c'est un outil qui a un impact considérable, un outil qui peut nous faire croire à certaines vérités avec un culot monstre, hein.
alors que, bah, tu l'as dit tout à l'heure, toutes les IA ne sourcent pas nécessairement, et donc ça c'est un gros problème. Moi, je viens du monde de l'info en plus, donc vous imaginez à quel point ça peut être pénible de voir cette IA tout prendre, mais de manière indifférenciée dans ses sources, etc. C'est un peu compliqué. Et je dirais que derrière l'IA, il y a quelque chose sur lequel je me bats depuis très très longtemps. Il y a l'éducation, il y a la formation. Et je me battais déjà sur éduquons aux réseaux sociaux. Et donc maintenant, je vais rajouter éduquons aussi aux IA et à la combinaison d'IA et réseaux sociaux pour que ce soit en organique ou en payant, on n'est pas en face de nous un public qu'on va bêtifier, complètement bêtifier, abrutir, au point où le sens de nos métiers, le sens de nos vies aussi, du coup, deviennent inexistants en fait. Hein. Donc, je pense que plus que jamais, l'humain, la relation directe dans la vraie vie sont importantes. C'est bizarre de trois spécialistes des réseaux sociaux, dont un qui dit ça, mais moi, ça m'a fait surtout prendre conscience de ça, en fait, à quel point il fallait l'intégrer et à quel point il fallait le cadrer dans sa propre vie et collectivement. Alors, c'est peut-être le côté un peu donneur de leçons que j'ai parfois, mais voilà, je suis sidéré de voir des formateurs, des consultants, des influenceurs sans esprit critique, nous expliquer à quel point c'est tout con en fait. Pourquoi on continue encore à travailler en fait, hein, parce que en gros, il suffit de faire ça et on devient riche dans la foulée. Waouh, c'est tellement un monde qui m'échappe complètement. J'ai deux filles et j'ai tellement envie que ça soit une autre vie que celle-là pour elles que voilà, j'ai un peu de mal à être naïf par rapport à ce qui se passe maintenant. Aux conséquences aussi, c'est l'occasion de faire mon petit économie durable. C'est pas rien, hein, prompter, ça n'a pas. Voilà, je travaillais pour des boîtes qui ont des data centers. Bah oui, je peux vous dire que ça peut être très très impactant l'IA, mais à tous les niveaux, hein, y compris évidemment au niveau environnemental. Donc c'est pas rien. Déjà les réseaux sociaux c'était pas rien en termes de société. On le voit avec les élections. T'en as parlé en entrée de jeu. L'IA qui vient encore amplifier tout ça. Enfin, moi j'ai pas envie d'un monde où mon avatar viendra rencontrer ton avatar. Or, c'est exactement ce que l'IA que tu as testé ici pour l'exercice te proposait, hein, c'est de créer un podcast à deux avatars en réalité. Euh, et que pendant ce temps-là, je ferai quoi moi? Je grossis encore et euh, je regarde encore plus défiler sans mon pouce. J'ai bien compris que le pouce, faut le préserver. Des tas de vidéos à la queue leu de fail, je suis pas sûr. Ok, Je vais ajouter à ce que tu dis, Xavier, avant que j'oublie, parce que tu m'as donné plein d'idées. Avant que j'oublie, excuse-moi de t'avoir coupé, Jérôme. Ben, je vais vous donner juste une petite anecdote par rapport à l'IA. Donc l'IA, hier, a mis un dernier clou dans mon cercueil de marketeur à la performance. Donc on se casse la tête avec l'équipe chez nous depuis plusieurs mois à faire des publicités Google pour nos formations, en formation Google Ads ou autre. On fait des pubs sur les réseaux sociaux, on crée du contenu, on en parle autour de nous, on en parle à nos clients. Et hier, je reçois un lead dans ma boîte mail, formation Google Ads, j'ouvre tout content. Et la dernière question de mon formulaire de contact sur le site, c'est où est-ce que vous avez entendu parler de nous? Et la dame répond avec un petit smiley, ChatGPT. Et donc, je vois ça avec l'équipe et je me dis, on est en train de faire du marketing depuis 4 mois. Et le lead qu'on reçoit aujourd'hui, il nous dit quoi? En fait, je vous ai trouvé dans ChatGPT. Et donc là, on s'est dit, bon, on le savait que c'était quelque chose, mais là, quand ça vous arrive en plein front, vous vous dites, ouais, là, c'est vraiment quelque chose. Et donc, je te rejoins, Xavier, là-dessus. C'est pas une tendance, c'est un changement fondamental. Et c'est là. Ça va pas arriver, c'est là, et c'est déjà là depuis même un moment. Et pour revenir sur cette question de à quoi va ressembler nos feeds dans les mois à venir, et pour encore une fois repartir sur LinkedIn, bah, aujourd'hui, tu le vois. Tu as des posts qui sont générés
par de l'IA, avec l'image du post qui est générée par de l'IA, avec les commentaires qui sont des commentaires de bots et d'IA. Et donc, en fait, c'est des avatars qui discutent avec des avatars. Et donc, on en revient peut-être à cette question d'authenticité dont on parlait tout à l'heure et de se dire peut-être le live, peut-être l'authenticité, c'est ça qui va faire la différence. Où aujourd'hui, quelqu'un, entre guillemets, peut être influent sur LinkedIn en faisant un prompt dans un chat GPT. Donc oui, vous allez me dire, OK, maintenant on peut faire de la vidéo générative en donnant notre photo et donc c'est même plus nous qui parlons. C'est vrai. Mais je pense que peut-être à ce niveau-là, le live a un intérêt et justement, comme tu disais, des rendez-vous où des humains se parlent, pas où des avatars se parlent ou pas où des prompts ou des algorithmes donnent des contenus, mais peut-être où simplement des humains prennent une position un peu plus hélicoptère sur ce qui se passe et échangent avec leur expérience. Et j'écoute aussi pas mal de podcasts et une phrase qui m'a marqué hier d'un des speakers qui disait um, Thinking about thinking is the most important kind of thinking. Et en fait, nous, en tant qu'humains, on peut faire ça, parce qu'un IA aujourd'hui, si tu lui donnes de la mauvaise data, il va te sortir des mauvais résultats. Si tu lui donnes de la data orientée, comme ce qu'on a fait aujourd'hui avec des études, il te sort des Mhm, résultats orientés avec lesquels les 3 humains ici ne sont pas d'accord pour les 5 points. Et donc je pense mhm. que c'est ça ici le futur. On va devoir travailler au jour le jour avec ces IA, on doit les piloter, on les intègre. 50% de notre boulot aujourd'hui, Google Ads est fait par un IA, hein. Donc ça, c'est déjà là. Et justement, l'esprit critique, stratégique et réflexion doit encore avoir l'input data des humains. Ça serait ma conclusion ici sur ce topic, Jérôme, pour te lancer la balle. Non, moi, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter par rapport à tout ce qui est IA. Ce qui était dans l'étude ici, enfin ce qui ressort, et qui est peut-être de nouveau la fausse bonne idée, c'est de se dire que grâce à l'IA, on va réussir à créer des expériences uniques, personnalisées pour tout le monde, et que ça va nous permettre de faire 1 million de versions pour 1 million de personnes, là où avant, on avait un contenu qu'on essayait de faire pour une communauté ou des gens qui étaient intéressés pour ça. Donc, euh, de nouveau, les fausses bonnes idées, ou de se dire, OK, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment ça le progrès de ce qu'on veut avoir avec l'IA? Parce que c'est des choses dans lesquelles on arrive, honnêtement, avoir des contenus. Quand on le prend ici, et je pense qu'on terminera avec ça, mais si on le prend sur Meta, dans le Business Manager, dans la manière dont évoluent les campagnes, et c'est la même chose pour toi, Julien, au niveau des plateformes Google, ici, de plus en plus, on perd du contrôle en tant que personne, en tant qu'être humain, du contrôle qu'on donne à la machine qui a déjà processé je ne sais pas combien de données et de data, toute la partie technique de qui on veut atteindre précisément, quel est le comportement qui nous intéresse, est de plus en plus simplifiée et on met en avant beaucoup plus du contenu. Et donc des contenus, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on arrivera même dans des limites qui ne sont plus des limites parce qu'en plus, dans ce qu'on donne à la base, on peut repasser une couche d'IA. Donc l'IA peut venir au niveau du visuel, elle peut venir au niveau du texte, et donc il est capable, sur base de ce qu'on lui donne, de réécrire des choses. Et son idée et sa promesse, c'est de se dire, donnez-moi un input de base. Sur cette partie-là, je suis capable d'en faire 1 million d'outputs, 1 million de lignes différentes qui vont répondre à des personnes différentes avec des expériences qui sont hyper uniques, qui sont hyper exclusives, mais par rapport à laquelle on perd la main. Et donc, ça va être, et c'est ce qui arrive déjà, donc c'est même plus de la science-fiction, c'est ce côté, on va trouver, en tout cas la plateforme va trouver les critères pour parler des manières des plus uniques et personnelles et avantageuses auprès de personnes. Et Xavier, tu as un point par rapport à ça, et je te laisse alors embrayer là-dessus. Oui, alors on prend vraiment un peu de hauteur, on prend vraiment l'hélicoptère, mais c'est notre rêve à tous, marketeurs, à toutes marketeuses, d'aller vers de la communication one-to-one. Et on pense que on n'y est pas arrivé avec les outils traditionnels, etc., hein. On a été loin avec le ciblage, etc. Mais avec l'IA, on peut carrément aller jusque à ce rêve absolu. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on fait ça? Une fois qu'on fait ça, en réalité, on ne fait plus société. C'est-à-dire qu'on est dans de la communication hyper efficace en one-to-one, mais on ne crée plus de conversation autour de nos contenus. Euh, et qu'est-ce qui se passe quand on ne crée plus de réelles conversations, quand on met les gens à ce point-là dans des bulles? À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai bien une petite idée de ce qui se passe. J'ai beaucoup lu de littérature, pas beaucoup de science-fiction, mais y compris d'analyse politique. Et
ce qui se passe dans ces cas-là, c'est rarement une bonne chose. Et je prendrais pour terminer un peu de hauteur par rapport à ça et de se demander peut-être qu'est-ce qui se passe avec X? On n'en a pas parlé, vous vous rendez compte, on a parlé 1h09 jusqu'ici, sans parler de X, sans parler de Blue Sky, sans parler de Threads spécifiquement. D'accord? euh, Incroyable, hein? Alors que pour moi, ça devait être dans les tendances du moment. On pouvait être plus ou moins pushy sur certaines plateformes ou en défense, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, c'est une crainte que j'ai, je vais l'exprimer, peut-être que du coup, je me sentirai mieux après, c'est que sur X, finalement, ne reste plus que des personnes qui se ressemblent. Alors on peut même les juger, hein, si on veut. Oh, c'est uniquement l'extrême droite, oh, c'est etc. Mais surtout nous quittons X parce que on est quand même, voilà, c'est quand même très très toxique. Et je suis le premier à ne plus publier sur X depuis un bon bout de temps. Mais je me suis rendu compte qu'en partant sur une autre plateforme, Blue Sky par exemple, là j'ai un autre effet de bulle. J'ai une bulle qui me ressemble. Ah, c'est quand même beaucoup mieux une bulle qui me ressemble. Et elle est tellement bisounours. Oh, je me sens tellement mieux. Il y a tellement moins de fake news pour l'instant. Oh, et pour l'instant, il y a tellement pas de harcèlement. Oh, ça commence un tout petit peu. Ok. Et donc chacun dans sa bulle. Jusque où comme ça? Donc on va à un moment avoir des bulles qui ne sont plus et des réseaux sociaux qui ne sont plus sociaux en réalité. Et donc où ton avis sera arrêté une fois pour toutes et tu ne seras confronté qu'à des avis qui seront similaires aux tiens. En quoi ça te fait progresser en tant que professionnel? Pas grand-chose. En tant qu'être humain, pas grand-chose. Donc, je pense que nous avons un rôle presque politique, nous trois, nous tous, nous toutes, marketeurs, marketeuses, à réfléchir au moins, j'ai adoré ta citation, Julien, à réfléchir au moins au sens de nos actions dopées par l'IA et donc à peut-être, en tout cas dans mon cas, à essayer de contrer ça d'une manière ou d'une autre, à essayer de retrouver des espaces de dialogue comme on a là. Hein. On n'est pas nécessairement d'accord sur tout, et c'est très bien comme ça. Et moi, je sors de cet échange, par exemple, extrêmement enrichi. D'accord? Eh bien, j'ai envie de continuer à avoir des échanges qui m'enrichissent et pas des gens qui me caressent dans le sens du poil. Ok, ça me fait plaisir tellement à mon ego de voir le compteur, etc., les vanity metrics. Mais à la fin de la journée, j'ai pas, je suis aussi con que le matin. Et ça m'arrange pas trop, en fait. Bah, pour reprendre ce que tu dis ici, une dernière phrase et puis je te laisse la parole, Jérôme, c'est finalement, ce que tu disais, les réseaux sociaux sont là pour créer de la conversation et de la réflexion et le temps faisant, ils ont eu tendance à isoler les gens. Et comment est-ce que l'impact de l'IA là-dedans va faire évoluer les choses? Donc ça, c'est une question ouverte que je laisse à vous et à nos auditeurs, et on aura peut-être l'occasion d'en discuter avec Répondez-nous vous. en commentaire. Allez-y, l'engagement avant tout. Mais voilà, On est là pour discuter avec vous, hein, ça c'est promis. voilà, donc on compte sur vos commentaires, sur le fait que vous partagiez ces épisodes du podcast. Donc c'était une première à trois, donc avec un invité, sur base de prompts ou de choses qui sont sorties de l'IA. Ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se trouve dedans. Je reprends ton dernier point aussi sur toutes les plateformes de discussion comme X, comme Blue Sky, comme Thread, passer à travers le radar. Et pourtant, je pense que prochainement, tu vas en parler aussi. Et il y a des choses à dire par rapport à ces choses-là et dans la consommation des réseaux sociaux. Mais donc ici, voilà, c'est toujours intéressant de tester des nouvelles choses. On parlait de l'IA, bah voilà, on peut pas faire l'impasse, donc on le tente. Ça nous permet de créer du contenu, de discuter et d'avoir des points de vue, d'avoir des échanges, d'avoir la critique sur toutes ces choses-là. Donc on vous laisse avec ces 5 tendances. Est-ce qu'elles sont des tendances ou pas? Vous aurez compris ce qu'on en pense chacun ici autour de la table. Donc n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à en discuter avec nous, n'hésitez pas à venir dialoguer par rapport à tout ça. L'échange était, je pense, hyper intéressant sur tous les sujets qu'on a pu aborder. Il y en a plein d'autres, de fait. Mais donc voilà, soyez curieux, allez lire, soyez critiques, et n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite. Et voilà, merci Julien, merci Xavier pour cet échange aujourd'hui, Merci et au à plaisir vous. de se entendre par la suite. C'était top, merci beaucoup, on s'entend vite. Salut tout le monde. Ciao. Au revoir tout le monde.